Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors dans cette vidéo, je vais laisser la parole au professeur Olivier Rivol qui va vous parler des ressemblances qu'il y a entre le TDAH et le haut potentiel. Car oui, il y a des similitudes et il est important de les connaître et d'en parler. Je lui laisse la parole, je vous souhaite une très bonne vidéo et je vous dis à très vite, c'était Arthur, ciao. Bonjour, donc je suis pédopsychiatre, responsable du centre de référence des troubles d'apprentissage et je dirige un service de psychopathologie de l'enfant avec une spécialité, c'est les enfants agités, les enfants en difficulté scolaire, les enfants en difficulté comportementale à la maison et avec deux profils qui nous intéressent aujourd'hui, le haut potentiel intellectuel et le trouble déficit d'attention avec hyperactivité. Alors, c'est intéressant de mettre en perspective ces deux profils pour différentes raisons. D'abord parce que, c'est un piège diagnostique dans la mesure où les symptômes peuvent se retrouver dans les deux profils, aussi bien chez le haut potentiel que dans le trouble d'attention. Par exemple, l'agitation, en particulier à l'école, la difficulté à accepter les règles et les consignes, le sentiment de se sentir pas compris par l'environnement, jusque-là, quand on m'amène un enfant de 7-8 ans, où la maman me dit « mais il est isolé, la maîtresse est en difficulté, même avec nous il argumente tout le temps, puis il n'aime pas faire des choses répétitives », je ne sais toujours pas si on est dans le haut potentiel ou dans le TDAH, ou surtout, et on en reparlera tout à l'heure, dans les deux. Parce qu'on peut aussi avoir la coexistence de ces deux profils, ce qui est un piège diagnostique assez incroyable. Alors reprenons déjà la sémiologie, c'est-à-dire les symptômes pour lesquels on m'adresse les enfants. Eh bien effectivement, un enfant qui s'ennuie, un enfant qui a du mal à être dans le respect des consignes ou à faire des tâches ménagères ou des tâches répétitives, eh bien on doit se poser la question de pourquoi. Parce que le problème, c'est les conséquences. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce que j'appelle l'effet domino. Ce problème qui est sans doute lié à un équipement neurologique particulier, le domino neurologique va faire tomber le domino réussite scolaire, ambiance familiale et, au bout du compte, le domino estime de soi. Et ce sont donc des enfants intelligents, voire très intelligents, qui vont être à un moment donné en difficulté dans leurs relations familiales, sociales et scolaires. Et quand ce trépied fondamental pour l'équilibre et l'harmonie de l'enfant, commence à être en difficulté dans un de ces trois pôles, l'enfant mérite qu'on s'y arrête et qu'on essaye de comprendre pourquoi. Alors, on ne va pas revenir sur le TDAH, tout le monde connaît bien ce trouble neurodéveloppemental lié à un problème préfrontal, un dysfonctionnement de la région qui permet de réfléchir avant d'agir, d'anticiper les conséquences de ses actes, de planifier une action, de se projeter dans l'avenir, de se motiver pour le travail scolaire, ça c'est le TDAH. Le haut potentiel, c'est autre chose. Le haut potentiel, c'est un fonctionnement intellectuel, on l'a prouvé, vous savez qu'on a mis les enfants à haut potentiel dans l'IRM fonctionnel, on leur a fait faire des petites tâches et on a regardé comment leur cerveau traitait les informations. On sait que l'enfant à haut potentiel, à la différence de l'enfant TDAH, lui, il traite l'information de façon globale. Il envoie plein de choses, il éclaire plein de régions dans son cerveau avec des connexions qui sont multiples et il va solliciter, il va recruter, c'est le terme de neurosciences, il va recruter des régions pour répondre à une question qui sont bien plus larges et bien plus disparates que l'enfant standard. Bref, l'enfant à haut potentiel aussi a une façon de répondre, de traiter l'information, de penser un rapport aux autres, un rapport à la vie qui est différent de l'enfant standard, mais non pas pour un problème neurodéveloppemental, mais plus pour un problème de connectivité, de rapidité, de compréhension, et puis on le sait, d'empathie, d'intuition, d'horreur de l'injustice. Bref, dans les deux cas, un enfant peut se sentir en décalage, peut se sentir en difficulté avec les autres et finalement ne pas avoir les résultats scolaires qui devraient être les siens. Il n'arrive pas à transformer des compétences en performance. Et notre mission, nous, de soignants, de médecins, de parents, d'enseignants, c'est de comprendre l'origine ou de l'agitation, ou du désintérêt, ou même du trouble d'attention, parce qu'un enfant à haut potentiel peut avoir un trouble d'attention quand il s'ennuie. En général, il ne l'a pas de partout. Et dans les domaines de ses passions, l'univers, les dinosaures ou autre chose, là, il n'a pas de trouble d'attention, il peut travailler pendant des heures. Donc notre mission, c'est face à un enfant qui est considéré comme distrait, ou agité, ou pas motivé, c'est de rapidement ouvrir ce qu'on appelle en médecine un arbre décisionnel,
comme on le ferait pour n'importe quel symptôme. On m'amène un enfant qui a de la fièvre, avant de dire il a une infection à tel endroit, je vais chercher, je vais regarder. Eh bien cet enfant qui bouge, qui ne tient pas en place ou qui ne s'intéresse pas de partout et dans toutes les situations, eh bien je dois me poser la question, est-ce qu'il a un TDAH ou est-ce qu'il a un haut potentiel? Et on l'a vu aussi, est-ce qu'il a les deux? Alors le diagnostic est finalement assez simple. D'abord, et simplement ce qu'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire l'historique. Vous m'amenez votre enfant de 8 ans, madame, qui ne tient pas en place et la maîtresse n'en peut plus. Ok, il bouge, il est attentif, d'accord, mais où, quand et depuis quand? Et si la réponse est, mais docteur, depuis toujours, déjà dès la sortie de la maternité, il était agité, on ne pouvait pas le changer comme les autres sur la table à langer parce qu'il bougeait trop, il fallait le mettre sur le lit. Bon bref, si dans toutes les situations, depuis qu'il est né, ce trouble d'attention, cette agitation, cette impulsivité se retrouvent, il y a de fortes chances que ce soit un trouble neurodéveloppemental. Et on a de fortes chances que ce soit un trouble déficit d'attention avec hyperactivité. En revanche, si les parents nous disent « mais il ne bougeait pas petit et puis il s'intéressait à plein de trucs, et puis c'est quand on a commencé à le mettre à l'école avec l'obligation de rester assis que ça a été plus compliqué », là on doit se dire « ah, peut-être qu'il y a autre chose et que finalement il n'est pas né avec un trouble du neurodéveloppement qui le fait bouger, mais c'est quand on l'a mis dans des situations qui ne lui convenaient pas, ou qui étaient anxiogènes pour lui, parce qu'on sait que les enfants à haut potentiel eh bien, souffrent aussi de questionnements anxieux, se posent des questions sur l'origine du monde, sur l'avenir, sur la mort, sur l'état de santé des gens qu'ils aiment bien. Eh bien, ça aussi, ça peut être responsable de troubles d'attention, parce que quand on a l'espace psychique qui est déjà occupé, l'enfant est préoccupé par d'autres choses, c'est plus compliqué pour lui, bien entendu, de s'intéresser à des choses moins intéressantes comme les cours, comme la journée, etc. Donc, là, une fois qu'on a fait ce premier questionnaire, qu'on va pouvoir appuyer sur des échelles qu'on fait remplir, vous savez, l'échelle de Conners, et on s'aperçoit que eh bien, l'échelle de Conners, qui est une échelle qui permet d'évaluer l'hyperactivité, quand elle est à la maison, papa, maman, la grand-mère, la nounou qui la remplissent mettent que cet enfant n'a pas de problème à la maison, ne bouge pas, n'est pas distrait, alors qu'il est agité à l'école, on va avoir un argument pour évoquer un problème d'enfant à haut potentiel qui s'ennuie que dans certaines situations. En revanche, si tous les retours, que ce soit des maîtresses, la maîtresse du matin, la maîtresse de l'après-midi et tous les parents ont une réponse au questionnaire de Conners qui est trop élevée, avec un enfant qui est très agité de partout, vraisemblablement, il porte ça en lui et c'est un trouble du neurodéveloppement. Donc vous voyez qu'avec un questionnaire, d'abord un entretien familial, il bouge où, quand, depuis quand, des questionnaires, un test de QI bien sûr qui est fondamental, et là on va avoir l'enfant au potentiel avec un potentiel supérieur à 130 dans la plupart des items, ou l'enfant TDAH qui a une intelligence normale, voire même normale forte, mais qui chute dans des épreuves comme la vitesse de traitement ou la mémoire de travail, qui sont des épreuves qui vont solliciter l'attention, la concentration et les capacités de gérer l'impulsivité. Alors, après, on a tout ça. On met sur la table les renseignements cliniques, les questionnaires de Conners, le test de QI, et puis parfois on se dit, mais tiens, c'est étrange parce qu'il a un peu de tout. Il bouge à l'école, mais il bouge parfois un peu à la maison. Dans son test de QI, il y a des points très forts au niveau verbal, par exemple, ou non-verbal, ou visio-spatial, et puis des points beaucoup plus faibles, mémoire de travail, test de traitement. Peut-être que cet enfant cumule les deux profils. Et là, ça devient vraiment intéressant de faire les bons diagnostics, dans la mesure où ces enfants-là sont doublement pénalisés. Il est intelligent, mais il ne fait pas tout ce qu'il devrait faire. Il n'a pas la réussite qu'il devrait avoir. On voit bien qu'il pourrait mieux faire et il est vécu comme un enfant dilettante, comme un enfant pas motivé, comme un enfant peut-être provocateur qui le fait exprès. Jusqu'au jour où on fait le diagnostic. Ou jusqu'au jour où, sur le test de QI, on peut montrer à la famille ce fameux décalage. Et là, on va expliquer à l'enfant pourquoi. Pourquoi depuis toujours on te dit que tu pourrais faire mieux? Pourquoi toi-même, tu commences à douter de toi? Pourquoi toi-même, on te dit que tu es très intelligent et tu penses que c'est faux? Le fameux syndrome de l'imposteur. Un jour, on va découvrir que je ne suis pas aussi intelligent que ça. Et c'est un peu l'intérêt d'avoir en tête ces doubles profils, parce que chaque semaine, on rencontre en consultation des adolescents et des adolescentes, en général, fin du collège, troisième, début de lycée, seconde.
J'ai pu compenser pendant toute ma scolarité mon trouble d'attention grâce à mon intelligence. Surtout si je suis une fille, parce qu'on sait que les filles internalisent leurs différences. Et là où le petit garçon qui a un TDAH, ça se voit très vite, parce qu'il bouge, qu'il grimpe, parce que la maîtresse de maternelle l'a repéré, déjà à la crèche on l'a repéré. La fille qui a un TDAH a tendance à le garder à l'intérieur, à l'internaliser. Elle a souvent d'ailleurs que le trouble d'attention et pas forcément l'hyperactivité et l'impulsivité. Et elle a compensé avec son intelligence. Et elle a eu des bonnes notes, très bonnes notes en primaire. Petite fille modèle qui réussissait bien. Ça commence à être plus compliqué au collège. Quand vous avez un trouble d'attention, le collège est classiquement plus compliqué parce qu'il n'y a pas la maîtresse derrière pour cadrer, pour contenir, parce qu'on nous demande plus de capacité, d'organisation. Et là, ça devient plus dur. J'arrive à compenser avec mon intelligence, mais quand je rentre au lycée, c'est compliqué. Et là, quand les premiers résultats chutent, chez un enfant et surtout une enfant qui a toujours eu de bons résultats, là, ça peut être un effondrement psychologique. Ça y est, ils ont découvert le poteau rose. Ce que je craignais depuis toujours, ce que je pensais sans le dire à personne, que je ne suis pas aussi intelligente que ça y est, ça apparaît. Jusqu'au jour où on lui montre son test, on lui explique ce QI en montagne russe avec des points très forts et des points moins forts. Et là, il est encore temps de proposer une remédiation cognitive, des stratégies pour ne pas faire des fautes bêtes, apprendre à se relire, un tiers-temps supplémentaire pour le bac, pour les études supérieures, éventuellement un traitement de méthylphénidate. Et là, on voit d'un seul coup, se remettre à niveau les compétences attentionnelles au même niveau que les compétences intellectuelles, et on voit une adolescente qui reprend le sourire, une famille qui reprend le sourire, qui respire, parce que pendant très longtemps, ces enfants-là ont été considérés comme des enfants peut-être ayant un problème psychologique. Pourquoi elles réussissaient bien jusqu'à maintenant et elles s'effondrent d'un seul coup, et là d'un seul coup, on a la réponse.